Karine Chichereau, et c'est Karine Chichereau elle-même qui est non seulement la traductrice du livre, mais qui va faire l'interprète. Et je dis souvent que c'est pas forcément le même métier et que c'est pas toujours très, très facile. Merci d'être avec nous pour cela. Donc, ma chère Charlène, je crois qu'on va commencer par le livre de Jane Smiley. On commence d'abord par présenter un petit peu de quoi il s'agit, puis après on aura un moment de lecture. Oui, alors exactement. Donc le livre de Jane Smiley colle tout à fait au thème puisque c'est vraiment une saga familiale. En fait, ce livre, c'est le premier tome d'une trilogie qui va raconter l'histoire d'une famille américaine, les Langdon, sur un siècle. Donc c'est une famille de fermiers qui vient de l'Iowa. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est notamment sa construction, parce qu'en fait, un chapitre équivaut exactement à une année. Et donc dans ce premier volume, on couvre les années 1920 à 1953. Donc ce qui fait que quand la trilogie sera terminée, il y aura à peu près un siècle d'histoire américaine avec cette trilogie-là. Donc alors dans ce premier livre, on voit en fait l'installation de Walter et Rosanna Langdon dans leur ferme comme jeune couple. En fait, on va voir tous leurs enfants grandir, s'émanciper, pour certains quitter l'Iowa. Et en fait, en trame de fond, du coup, on va voir tous les grands événements de l'histoire américaine et mondiale. Donc il va y avoir la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Voilà, alors on va découvrir ce livre tout à l'heure. J'ai oublié de dire tout à l'heure que, et c'est pas quand même un détail, que Jane Smiley a remporté le prix Pulitzer avec un autre livre qui a été traduit en français aussi et qui s'intitule L'exploitation. Voilà. Donc on va écouter un extrait du livre tout de suite. Il n'est pas là, le lecteur ? Aurions-nous une défection ? C'est Marie Gouault qui devait lire et qui apparemment n'est pas là. Eh ben, on va faire 100. Hein, on va pas, voilà, on va faire 100. D'accord. Bon, c'est la première fois que ça arrive, et donc, je te propose tout de suite d'interviewer oui, alors c'est un l'auteur. peu dommage parce que les premières pages sont très belles en fait, parce que ça montre un peu la manière dont Jane Smiley décrit très précisément les choses en fait. Et donc non seulement, puisque c'est une saga familiale, on a une description très précise de l'intériorité des personnages, mais aussi c'est un livre qui se passe dans un milieu rural et on a de très belles descriptions de l'Iowa. Et les premières pages, c'était un peu ça, donc c'est un peu dommage. Et ça se passe en 1920. Moi, je veux bien en lire un des petits extraits si tu veux. Mais, hein. Alors, en 1920, Walter Langdon, moi j'ai pas le talent des lecteurs. Hein. Walter Langdon n'avait pas inspecté la clôture le long du ruisseau depuis 2 mois. Les vaches étaient rentrées à l'étable pour faciliter la traite pendant l'hiver, et il avait remis à plus tard l'entretien des barrières, si bien qu'il n'avait pas vu le couple de grands-ducs qui nichait dans le grand orme. L'arbre était à moitié mort. De temps à autre, Walter songeait à l'abattre pour en faire du bois de chauffage, mais il lui faudrait de l'aide, car il devait bien atteindre les 25 mètres de hauteur, et le tronc mesurait 1,20 m de diamètre. En outre, ce bois-là ne brûlait pas très bien, donc l'effort n'en valait guère la peine. C'est là qu'il vit l'un des 2 hiboux sortir d'un creux de l'arbre, à 3 ou 4 mètres du sol, un gros mâle ou une grosse femelle, en tout cas le plus imposant spécimen qu'il eût jamais vu. Alors il s'arrêta, ne bougea plus pendant 1 minute, tendant l'oreille dans la brise de l'après-midi, mais rien ne vint. Il comprit pourquoi, un instant plus tard, le hibou plana sur une 20aine de mètres environ, puis il fondit sur un pré enneigé. Un couinement aigu jaillit, et l'oiseau s'éleva de nouveau, tenant cette fois dans ses serres un lapin de bonne taille qui se tortilla, puis ne bougea plus, sans doute pétrifié par la peur. Walter se secoua. Voilà, un petit extrait. Ah là, ouais, c'est vraiment un très beau début de roman. Moi, pour ma première question, en fait, justement, ça concernait le fait que ce soit un premier volume d'une trilogie, donc qui va s'étendre sur un siècle. Et je me demandais si le fait d'écrire ça sous forme de saga familiale, c'était un moyen pour vous de raconter l'histoire américaine d'une manière plus intime que ça n'aurait été possible avec une autre forme romanesque. What's the question? Whether the history that is expanding a whole century is a way of telling about the American history with a capital H. I would say it is a way of telling about American history
as people who are living through it feel it. C'est un moyen de raconter l'histoire des États-Unis à travers la manière dont les gens eux-mêmes la ressentent. Lots of times, when you're living through history, it is only a series of events that's happening, and you don't know if they're important events or unimportant events. And you also react to them with feeling rather than with, say, perception. It varies from person to person. Quand on vit les événements de l'histoire au moment où ils se passent, on n'a pas de recul et on n'est pas capable sur le moment de savoir si ce sont des choses qui vont compter ou pas. On les vit à travers ses sentiments et pas en y réfléchissant. So my goal was to recreate that feeling of what it would have been like to live during sometimes big events, sometimes small events, sometimes personal events, sometimes historical events. Donc mon but était de recréer la manière dont ces gens allaient vivre les événements, que ce soit de grands événements historiques, de petits événements historiques, ou bien des événements de leur histoire personnelle. So my job was not to be a historian, but it was to be as accurate as I could. So I did do a lot of research. Donc mon travail n'est pas celui d'une historienne, mais néanmoins j'ai fait des recherches extrêmement pointues pour être la plus précise possible dans ce que j'ai écrit. But then my goal was to filter what I learned through the sensibilities of my individual characters, who would be different from one another. So some of them would think about something in one way, and some of them would think about something in another way. And that's what I truly enjoyed doing, was having them have different opinions about events. Donc ce que je voulais faire, ce n'était pas narrer les événements d'une manière rationnelle, mais plutôt les faire passer par le filtre de la sensibilité de chacun de mes personnages qui vont réagir les uns les autres de manière très différente aux événements. Oui, en effet, je trouve que c'est quelque chose qui m'a frappée dans votre roman que vous faites très bien, c'est que vous racontez l'histoire à travers les différents personnages et notamment même à travers le point de vue des enfants. Et notamment au début du roman, on a tout un passage où c'est en fait un enfant de 5 mois dont on a le point de vue sur les choses. Et c'est quelque chose d'assez difficile à faire, je pense, de se mettre dans la peau d'un enfant de 5 mois. Est-ce que du coup, c'est en observant les gens autour de vous que vous arrivez après à faire ce genre d'exercice? Well, first of all, I remember a few of my very first memories, probably from when I was about 2 and a half. Au départ, je me suis d'abord servi de mes souvenirs personnels lorsque j'étais très jeune, quand j'avais environ 2 ans et demi. And second of all, since I have children of my own, and I was attentive to how they reacted to things, I knew that they perceived and felt things differently from each other. Ensuite, il se trouve que j'ai moi-même 3 enfants et donc j'ai été très très attentive lorsque je les observais pour voir quelles étaient leurs différentes réactions. So I gave each character qualities that were special to that character, and then I attempted to imagine how that child or that baby would do things. So Frank, who is number 1, ends up to be a very adventurous young man. I've known many a daring young man in my life. Donc j'ai pris les différents enfants au départ, donc ils sont bébés, chacun a un caractère qui est différent, et ensuite j'ai essayé de développer leurs caractéristiques personnelles. Par exemple, Frank, le premier-né, est un garçon qui est très aventureux et qui ose faire beaucoup de choses. So, of course, what I have always done all my life is question those daring young men about why they did what they did. Je me suis beaucoup interrogée au cours de ma vie pour savoir quel était le moteur d'une telle audace et comment est-ce qu'ils osaient faire telles et telles choses. And then once you question them and talk to them and listen to them, then you or I try to imagine why they would do things that maybe they shouldn't have done or I wouldn't have done or. Donc je les ai beaucoup interrogés pour savoir qu'est-ce qui était le moteur de leurs actions, pourquoi est-ce qu'ils décidaient par exemple de faire quelque chose qu'ils n'auraient pas dû et de comprendre ce qui les y avait poussés.
Du coup, comme je le disais, en plus des personnages auxquels vraiment on a accès de manière très intime, il y a aussi un lien très intime avec le lieu géographique, et je trouve que c'est le cas dans les 3 romans des auteurs qui sont ici. Et là, c'est particulièrement vrai puisque cette famille, c'est une famille de paysans, donc ils ont un rapport physique à la terre. Et je me demandais si pour vous, vous avez l'impression que justement le lieu, c'est quelque chose qui donne toujours une identité à une famille, même si après les gens finissent peut-être par partir, les enfants vivent ailleurs, mais ils ont toujours ce lieu en eux. Yes, I believe that the setting that you grow up in conditions you to have certain reactions and certain ways of thinking about things. Oui, je pense que le lieu où l'on est donne forme en quelque sorte à votre personnalité et à la manière dont on réagit aux choses. But it's also true in the case of literature that the setting makes the characters and the plot specific. C'est également vrai de la littérature, car le lieu où les choses se passent détermine en quelque sorte l'action qui va se passer ensuite. So it's very important in Don Quixote that he is in 16th century Spain or 17th century Spain. C'est très important dans Don Quichotte que l'action se déroule justement au XVIe ou au XVIIe siècle. And that's part of the reason that we who've never been to 17th century Spain would read it. Et même si nous n'avons pas connu évidemment l'Espagne du XVIIe siècle. So, but if we transfer him to the Arctic, mais si nous le transférions en Arctique, then the story must be different. Alors l'histoire serait très différente. And so then the themes and the ideas and the things that are important are different. So that's why setting is important. I think that the setting of Iowa for these books is important for 2 or 3 reasons. Et évidemment, donc le lieu où les choses se déroulent donne énormément d'importance à la manière dont l'histoire va se passer ensuite. Donc, pour l'Iowa, en ce qui me concerne, est très important. One of them is that the way that a culture feeds itself says a lot about that culture. So, the industrialization of agriculture in America says what we think is important, and the answer is we don't think what we eat is important. We only think it's important to have plenty of it. Ici, dans le cas de l'Iowa, une chose qui est très importante, c'est la manière dont une société se nourrit elle-même, c'est-à-dire ce que mangent les gens concrètement. Or, justement, en Iowa, on ne sait pas forcément bien se nourrir. Plenty of it, and also to make a lot of money off of it. Ce qui est très important, c'est de faire beaucoup d'argent pour les grandes entreprises qui exploitent les terres. But the other thing about Iowa is that not everybody can stay there. So if I had begun it in California, say, or New York, they wouldn't have gone anywhere. Et l'autre point, c'est que l'Iowa est une bonne base de départ parce que si j'avais situé l'action à New York ou en Californie, les gens se seraient dispersés très très vite. So, but if they're in Iowa, some stay, some get out. Mais en Iowa, certains vont rester donc pour continuer à la ferme et d'autres vont partir. So that meant that my characters could move around and explore, and I, therefore, through them, could explore more issues. Donc le fait que mes personnages soient bien ancrés au départ en Iowa me permet de les faire avancer un petit peu autour et ensuite encore plus loin et me permet d'explorer moi-même toutes sortes de thèmes. Voilà, on va découvrir tous ces thèmes d'ailleurs dans ce livre, Nos premiers jours, paru aux éditions Rivage. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je crois que Jane Smiley a plus de 11 livres qui sont traduits en français, dont certains se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Ben, on souhaite la même chose pour celui-ci, hein, autant de succès.
Et on souhaite aussi autant de succès à Megan Cruz parce qu'elle, c'est son premier roman. Alors, je suppose qu'un premier roman, c'est un moment très, très important aussi à vivre. Ça s'intitule « De beaux jours à venir ». Ça a été traduit par Héloïse Esquier et paru chez De Noël. Et c'est Garance Crouillère qui va assurer la traduction. Donc, Megan Cruz, ce que je sais de vous, c'est peu de choses, que vous avez étudié la création littéraire à l'Oberlin College, je ne sais pas comment on le prononce très bien en anglais, et que vous avez obtenu une maîtrise à l'université du Montana. Et donc, c'est votre premier roman, et je crois que vous vivez à Seattle, c'est ça ? C'est ça. Donc, on va découvrir tout de suite de quoi parle ce livre avec Charlène Buzali. Donc, je rappelle qu'il vient c'est une libraire, donc, puisque c'est le Café des libraires, et elle vient de Lyon pour la première fois participer à ce festival America, et sa librairie s'appelle la librairie du Tramway. Alors, le roman de Megan Cruz, c'est vraiment un très très beau premier roman malgré la dureté de son thème. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Amy et qui arrive à trouver le courage de quitter son mari après qu'il l'a battue une fois de trop. Elle va emmener avec elle ses 2 enfants, donc il y a sa fille Lydia qui a 13 ans et son fils Jackson qui en a 18. Et donc ils vont se cacher dans un motel dans une ville non loin de la leur. Sauf que le lendemain, Jackson va retourner voir son père et va dire à son père où se cachent sa mère et sa petite sœur. Donc le père va aller les chercher, ils vont tous rentrer chez eux. Et là, Amy va comprendre que pour pouvoir se sauver elle-même et sauver sa fille, il va falloir qu'elle laisse son fils. Et elle va partir avec sa fille et laisser son fils avec son père. Qui voilà, lui va se poser des questions par rapport à ce qu'il a fait, ne va pas forcément rester avec son père. Et c'est une séparation qui va être assez difficile pour le frère et la sœur, qui sont très très proches et qui ont été rendus proches par les choses qu'ils ont vécues. Et donc voilà, là c'est. Alors on a l'impression que je vous ai tout raconté, mais vous inquiétez pas. Non. En fait, ça c'est que le début du roman, et c'est ce qui vient après l'histoire du roman. Alors là, on a quelqu'un pour lire un extrait ? Marie Gouault ? Marie, donc, va nous lire un extrait de ce livre qui s'intitule, je vous le rappelle, « De beaux jours à venir ». Lydia, Tulalip, Washington, 2006. L'été de mes 9 ans, mon père est rentré avec un cochon à l'arrière de son pick-up. C'était un cochon énorme, avec d'épaisses touffes de soie le long de la colonne vertébrale. Il se grattait le dos contre les barbelés. « On va l'engraisser !» a dit mon père. Il a jeté de la nourriture dans une auge oblongue, puis s'est reculé et a croisé ses bras épais. J'ai suivi Jackson jusqu'à l'enclos, mais moi, je n'ai pas osé toucher le cochon. Jackson avait 14 ans et il était plus courageux que moi. Il a laissé le cochon lui manger dans la main, mais je n'ai pas lâché mon long bâton. Le soir, j'ai posé une tranche de bacon sur ma fenêtre pour prévenir l'animal qu'il n'était pas le bienvenu. Cet été-là, ma mère avait le bras cassé. Tous les jours, quand mon père partait travailler, elle se levait pour récurer la maison et je l'aidais jusqu'à avoir les mains écorchées par l'Ajax. Lorsque j'entendais la voiture de mon père remonter l'allée, je courais trouver Jackson. Nous attendions d'entendre la voix de mon père pour savoir s'il était en colère. Parfois, quand il se disputait, ma mère venait dans ma chambre le soir. Elle s'asseyait sur le bord de mon lit, elle chuchotait. « Il faut que tu sois courageuse, Lydia. Il faut que tu me fasses confiance. » Le cochon a passé l'été à déraciner la clôture et mon père à la reconstruire. Ça devait avoir un sens que le cochon passe son temps à s'échapper, je me disais. Peut-être qu'il déteste mon père. Peut-être qu'il a des pouvoirs. J'ai essayé d'en avoir des pouvoirs, moi aussi. Si je comptais mes pas 3 par 3, me promettais-je, si je voyais 2 oiseaux sur le toit de la maison, s'il se mettait à pleuvoir avant 4 heures, mon père serait plus gentil. Mon père serait un homme neuf. Voilà, merci beaucoup Marie, merci.
Alors, dans l'édition française du livre, il y a un très bel avant-propos qui a été écrit par la romancière Elizabeth Gilbert. Et elle dit quelque chose d'assez important dans cet avant-propos, c'est que dans ce livre, elle trouve qu'il est plus question de parenté, dans le sens de lien du sang, que réellement de famille. Et je me demandais si vous êtes d'accord avec ça. Apparemment, c'est dur à traduire. C'est bon. I think that, I hope I'm getting it right, that asking whether or not, how important is blood in keeping us together as a family. And I think that for the characters in my novel, they have been, they belong to each other because they've taken care of each other. Their father he doesn't have a voice in the book. I didn't want to invite readers to empathize with him because of who he was. And he doesn't belong to that family. And I think that also this is, I would consider it a very queer book in a lot of ways. And the queer community has a long tradition of chosen family, of choosing who you belong to. Donc, dans son livre, Megan Cruz a effectivement réfléchi sur le lien du sang et le lien familial, mais dans la mesure où les personnages font partie de la même famille parce qu'ils se sont occupés des uns des autres. Et c'est cette relation qui fait que c'est une famille. Et elle a décidé de ne pas donner de voix au père, puisqu'en fait, elle ne veut pas qu'on sympathise ou qu'on ait de l'empathie pour le personnage du père, qui en fait n'appartient pas à la famille. Et du coup, dans le livre, c'est vrai que la question queer et la queer community, donc la communauté queer, est assez souvent mise en avant. Et il y a une idée qui est intéressante et importante dans cette communauté, c'est le fait qu'on se choisisse sa propre famille, et pas qu'on subisse une famille qui nous aurait été imposée. Oui, en fait, Megan Cruz dit ça parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas précisé, parce que ce n'est pas forcément central à l'histoire, mais c'est le fait que Jackson soit homosexuel. Et en fait, ce n'est pas central à l'histoire parce que ça ne pose pas forcément de problème, sauf à une personne. La seule personne qui ne l'accepte pas tel qu'il est, c'est ce père vers lequel il revient néanmoins. De toute façon, ce père, il n'a rien pour lui. On ne l'aime pas, on ne l'aime pas du tout, ce père. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est pour ça que je précisais quand je résumais le livre que j'avais pas tout raconté, c'est qu'en fait, Megan Cruz a choisi de ne pas raconter le pendant de la violence conjugale, mais l'après en fait. Donc du coup, je voulais savoir si c'était quelque chose qui est très, très clair pour elle dès le départ, qu'elle ne voulait pas raconter le quotidien de la violence conjugale, mais comment on fait pour s'en sortir avec les conséquences que ça a pu avoir sur la vie qu'on a eue avant de s'en sortir. I do feel that that there is quite a bit of violence sort of depicted on the page. But what really interests me is the aftermath. It's the echoes and reverberations of what happened. And for Amy, Amy and her children, her life has been written as violence up until this point. She hasn't had control of her life, and the story I wanted to tell is not one of how she has been reduced to the life that her husband has given her, but rather the ways that she works to reclaim her autonomy after
she's able to break free. Donc, effectivement, il n'y a pas forcément une description du quotidien de la violence, mais il y a quand même dans les pages enfin, la violence est quand même présente, mais ce qui l'intéresse effectivement, c'est pas forcément cette violence et la façon dont la violence se déroule, mais plus l'écho et les réverbérations et les influences que ça peut avoir sur les personnages, sur Amy, sur ses enfants. Et aussi, ce qui est important, c'est que Amy a eu en fait son histoire et sa trajectoire de vie qui a été contrôlée par quelqu'un d'autre, mais il est important de ne pas la réduire à ça et donc de la montrer au moment où elle reprend ses droits et son autonomie sur sa propre histoire. Et alors, quelque chose qui est particulièrement beau dans le livre, parce qu'il n'y a pas que des choses sombres dans ce livre, au contraire, c'est la relation entre le frère et la sœur, qui est vraiment absolument magnifique. Moi, ça m'a fait penser à, par exemple, pour ceux qui ont lu L'Attrape-cœur de Salinger, la relation que peut avoir Holton Caulfield avec sa petite sœur Phoebe. Et je me demandais du coup si vous aviez quelques modèles littéraires pour cette relation, ou si c'est un peu du vécu, ou les deux. Well, I love the idea of, I love the sort of comparison to Holden and Phoebe, but for me, I guess I grew up in a very isolated rural place, and I've always been interested in sibling relationships, both in places where there aren't a lot of outside influences, but also because truly a sibling, whether blood or not, the people that you grow up with who are in your same age, they're the only people who, they're the closest to being able to witness and remember your own perspective, I think. And it's, I'll let you go ahead. Okay. Donc, elle aime beaucoup la comparaison avec l'attrape-cœur, mais c'est vrai que ça vient plutôt de son expérience personnelle, puisqu'elle a grandi dans une zone rurale plutôt isolée. Et donc, du coup, la relation fraternelle, mais en fait, pas que la relation fraternelle, puisque sans ou pas la relation avec des enfants du même âge que soi, qui vivent les choses en même temps, c'est en fait des sortes de témoins de comment on grandit et de comment est-ce qu'on se construit. And I think that, fiction often and our own stories that we tell to each other are that they function to say, like, this is how it was, and to break us out of an essential loneliness that we feel as humans. We want people to understand what we've been through, or even the mundanity of our daily lives. And I think that there is something very essential and special about a sibling who is able to mirror back to you the same things that you lived through and understood. And I think that that's a very unique relationship, because it's also not required to stay. Some siblings grow distant. Some of us lose our siblings emotionally or physically, and I think that when you have that mirror still in your life, or you have a close bond there, it's something just incredibly significant. En fait, il y a quelque chose dans la fiction qui ressemble aussi à le propre besoin qu'on peut avoir de construire sa propre histoire, de raconter une histoire. Et du coup, dans la relation avec un frère ou une sœur qui assiste à tous les moments qu'on construit, c'est une sorte de réponse à la solitude inhérente de l'individu. Puisque c'est essentiel, c'est une sorte de miroir qui nous est continuellement tenu pour qu'on puisse voir aussi sa propre histoire à travers, et que même si on perd contact avec ce frère ou cette sœur, même si on est séparé émotionnellement ou géographiquement, en fait, ce lien de miroir et la façon dont on voit sa propre histoire à travers cette personne maintient un lien très fort et très proche.
C'est un livre très émouvant, paru chez De Noël et d'ailleurs, et qui a été traduit donc de l'anglais par Héloïse Esquier. Et on lui souhaite beaucoup de succès. Alors on passe maintenant au livre de Brett Anthony Johnston, Souviens-toi de moi comme ça, un livre paru chez Albin Michel. Il y a aussi, là aussi, il y a une histoire de frères, puisqu'on est dans les histoires de famille. Et donc c'est Alice Claire qui va assurer la traduction. Alors juste pour vous le présenter, Brett Anthony Johnston est professeur de creative writing à Harvard, je prononce en français, avec Corpus Christi, un recueil de nouvelles paru en 2004. Il a été distingué par le National Book Foundation comme l'un des 5 meilleurs auteurs américains de moins de 35 ans. Et Souviens-toi de moi comme ça est son premier roman, qui sera d'ailleurs prochainement adapté au cinéma et qui a été sélectionné parmi les meilleurs livres de l'année 2014 par le New York Times. Et c'est une histoire passionnante, là aussi, que va nous résumer Charlène. Oui, alors il a en commun avec le livre de Megan Cruz d'avoir une intrigue absolument horrible alors que c'est un très très beau livre. Là, ça va raconter l'histoire d'une famille qui a été brisée par la disparition d'un de leurs 2 petits garçons 4 ans plus tôt. Il s'appelle Justin. Et au début, très tôt dans le livre, en fait, il est retrouvé par la police, vivant. Et donc là aussi, ça va raconter l'après, puisque ça va raconter comment ses parents et son petit frère Griff vont réintégrer Justin dans leur famille. Il a 15 ans quand il revient, alors qu'il en avait que 11 quand il avait disparu. Donc ils vont devoir réapprendre à le connaître et faire avec l'expérience traumatisante qu'il a vécue et voilà, qu'ils peuvent pas imaginer. Changé aussi. Voilà, et qu'il a changé forcément. Et aussi, ils se débattent chacun avec un peu leur propre culpabilité d'avoir pas su le retrouver, parce qu'en fait, on apprend rapidement que Justin était vraiment pas loin. C'est un livre qui a une atmosphère qui est extraordinaire. Moi, ça m'a fait... Alors, je sais pas s'il aimera la comparaison, mais moi, ça m'a fait penser, par exemple, au film de Gus Van Sant, en lisant ce livre dans les descriptions très, très belles de la classe moyenne américaine. On en écoute un extrait tout de suite. Je pense que c'est Anne-Laure Delaunay qui nous en lit la première page. Quelques mois auparavant, la chaleur de juin enveloppait Mustang-Galante d'un voile poisseux. Le ciel lourd avait une pâleur de calcite et les vagues à bout de force apportaient des relents saumâtres de varech. Sur la plage, les gens essayaient de tenir jusqu'à ce que le vent se lève dans le golfe. Mais quand ces premières rafales atteignirent la côte, elles étaient chargées d'humidité et soulevaient violemment le sable dont les grains piquaient la peau. À midi, tout le monde avait capitulé. Les pêcheurs pliaient bagages, les surfeurs rentraient leurs planches. Même les irréductibles du bronzage secouaient leurs draps de bain et les étendaient sur le cuir ou le sky des sièges brûlants de leurs voitures. Les files d'attente pour le ferry s'allongèrent pendant une demi-heure, alors que les systèmes de climatisation, eux, semblaient mettre une éternité à souffler de l'air frais. Après la brève traversée de la Laguna Madre, le ferry accosta le long de la jetée nord et les automobilistes rejoignirent le continent en se faufilant entre les maisons basses de la petite ville de Southport, au Texas. Au-dessus des places de parking en épi de Main Street, une banderole fatiguée au ton passé, claquant au vent par intermittence, annonçait le Shrimpery, la fête annuelle de la crevette qui n'aurait lieu qu'en septembre. Des restaurants de fruits de mer et une flopée de magasins de souvenirs aux couleurs criardes bordaient Station Street, juste avant que la ville ne s'efface devant l'asphalte de la voie rapide. Le Lone Star venait après, un dépôt de vente pratiquant le prêt sur gage dont l'enseigne oxydée proclamait « Achetons climatiseur ». Le parking jonché de coquilles d'huîtres concassées ne désemplissait pas à cette période de l'année. Pêcheurs de crevettes venus revendre quelques outils en attendant des jours meilleurs, surfeurs en quête de combinaisons isothermes, gardes-côtes qui discutaient le bruit des cannes à pêche. Ce jour-là, le dernier mercredi du mois, quelqu'un tentait de convaincre un des gérants de lui acheter une vieille Cadillac Fleetwood Brougham blanc crème. Le capot était ouvert et les 2 hommes marchandaient en clignant des paupières dans le soleil pâle. Un passant aurait pu les prendre pour des voyageurs en panne.
Voilà, merci pour cet extrait. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question un peu similaire du coup à celle que j'avais posée à Megan Cruz, à savoir justement que ça décrit l'après. Vous auriez pu choisir de décrire ce qui s'est passé pendant la disparition de Justin pour sa famille, et vous avez choisi plutôt de décrire ce qui s'est passé une fois qu'il était rentré. Pourquoi ça vous intéressait plus de raconter l'après ? Merci. Merci. Bonjour. Vive la France. It's a very good question. I think as a writer, I'm interested in aftermath, and as far as the English version of the word aftermath, we often think of it in negative terms, what's left after a disaster. But the root of the word actually speaks to new growth. And so it's after a field has been raised, the aftermath is literally the first growth coming up after that. And so I'm very interested in both the negative and the positive connotations of aftermath. And this story, in retrospect, is an exploration of that. Voilà, c'est une très bonne question. Ce qui m'intéresse en tant qu'écrivain, c'est vraiment les conséquences des événements. Un mot qui m'interpelle, c'est le mot en anglais « aftermath ». Et c'est un mot très intéressant parce que ça veut dire les conséquences. Et en anglais, on associe normalement ce mot aux conséquences négatives, les conséquences d'un désastre. Par contre, à sa racine, ça veut aussi dire une renaissance. Par exemple, quand un champ a été forché, les plantes qui poussent par la suite, ça c'est l'aftermath. Alors c'est vraiment ça qui m'intéresse, et avec le recul, je me rends compte que ce livre, c'est une exploration de ce concept d'aftermath. Alors, il y a quelque chose qui est très important dans le livre, ce sont les non-dits entre les différents membres de cette famille qui sont presque encore plus importants que ce qu'ils se disent entre eux. Et alors, évidemment, c'est quelque chose qui est exacerbé par cette expérience difficile qu'ils ont vécue. Mais je me demandais si cette intrigue autour de cet enlèvement et de ce retour dans la famille, c'était pas un moyen de traiter aussi des problèmes de communication qu'il y a dans toute famille, en fait. Merci. Maybe. Peut-être. I think they are afraid to talk about many things. I think they are afraid to ask many things. In some explicit cases, they're forbidden from asking certain things. And I wanted to get on the page what it would feel like to have a burning question and to have the only person in the world who could answer that question, to be right in front of you and not be allowed to ask it. I wanted to put the reader in the same place that the family is, which is the answers are right there before you, but you can't access them in the traditional ways. Alors oui, c'est une très bonne question. Ce que je voulais faire ressentir au lecteur, en fait, c'est effectivement, il y a des problèmes de communication, qu'il y a des interdits, des choses, des questions qu'on n'ose pas demander. Donc je voulais que le lecteur ressent cette sensation d'avoir une question brûlante, et la personne qui pourrait répondre est juste devant les yeux, mais d'avoir cet interdit et ne pas pouvoir poser cette question, d'être dans l'impossibilité de poser la question. On voit juste quand même un petit peu, on peut le dire, je crois, on voit juste un petit peu les personnages aussi avant le retour de l'absent. Il y a des absents qui sont très très présents, et c'est vrai qu'on découvre aussi cette famille complètement perturbée par cet événement qu'on imagine est affreux, énorme, et c'est intéressant de voir comment le retour aussi
provoque quelque chose de très fort dans cette famille. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur le fait qu'il y a une question et que même le lecteur n'a pas la réponse, c'est qu'en fait, dans ce livre, on a accès au point de vue en fait, de tous les membres de la famille, mais c'est vrai qu'on a très peu souvent celui de Justin. En fait. Donc même en tant que lecteur, c'est un personnage en fait, qu'on n'arrive pas très bien à cerner parce qu'en fait, on ne peut pas se rendre compte de ce qu'il a vécu en fait, et je trouve que c'est très bien retranscrit parce que même en tant que lecteur, on est comme les autres membres de la famille, on ne peut pas s'imaginer ce qu'il a vécu, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez étonnant dans ce livre. Merci beaucoup. Many people have asked why I didn't put Justin's point of view in the book. Justin is the boy who's been abducted and found. And most everyone, especially reviewers, and even very kindly speculate that I did that because I wanted to make his trauma feel that much more terrifying. This idea that we can't, if it's not made explicit on the page, it's more terrifying because anything we imagine will be worse than what actually happened. Do you want to say? Donc, beaucoup de gens m'ont posé la question pourquoi j'ai pas mis plus le perspective de Justin qui a été enlevé dans le livre. Et beaucoup de monde, notamment les critiques, ont spéculé, même d'une façon bienveillante, que je l'ai fait pour faire ressentir l'idée terrible de ce qui lui est arrivé, que ça fait beaucoup plus peur en fait de ne pas savoir en détail ce qu'il a vécu. Et donc c'était pour cet effet-là que je l'ai fait. So they say that I didn't put it in there because what we can imagine is far worse than what actually happened to him. And that's completely wrong. I don't think anybody in this room, I don't think anyone who isn't a pedophile can imagine the trauma that this kid has gone through. I didn't put his perspective in there because I felt as though he had been through enough, and we didn't need to put him through the act of telling it again and again and again. I wanted to spare him that indignity. He had been through enough, and so that's why I withheld it. Donc on imagine que je l'ai fait parce que ce qu'on peut imaginer, ça va être autant plus horrible que ce qui lui est arrivé vraiment. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas le cas. Je pense que personne, sauf quelqu'un qui a été dans cette situation, peut imaginer ce que c'est. Donc, en fait, moi, je l'ai fait pour épargner ce personnage l'indignité de devoir raconter son histoire. Je voulais vraiment juste lui laisser tranquille. Et alors, parfois, on découvre des choses, mais des choses qui donnent un peu plus d'espoir plutôt que les moments horribles qu'il a vécus. Et il y a un magnifique roman dans le livre, c'est quand la famille découvre qu'il avait une petite amie pendant tout ce temps où il a été enlevé. Et ils ont une réaction assez complexe face à ça, ce que tout le monde aurait. En fait, c'est à la fois peut-être un peu d'être content finalement qu'il ait eu ce semblant de vie normale aussi, et à la fois ils sont horrifiés parce qu'ils se disent mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec cette vie qu'il a eue pendant ce temps. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette réaction et de ce moment-là dans le livre? Sure. You're exactly right. He had to have some kind of hope. There had to be some kind of hopefulness for readers to believe that he would still be alive, and that hopefulness that should be a good thing actually becomes a source of confusion and a source of pain for the family because they had written his life off as a tragedy, and they could not conceive of him being happy without them in his life. But there were moments of happiness, there were moments of reprieve, and as soon as he's found, all of those things where he had taken shelter before, his girlfriend, his pets,
they're all gone. He completely loses access to them in the exact same way that his family had lost access to him 4 years earlier. So you're right and you're kind, but that complexity was very much what I hope to achieve. Oui, exactement. Il fallait avoir un espèce d'espoir dans la vie de Justine pour qu'il puisse survivre. Et alors, c'est vrai que c'était très important, l'idée de l'espoir. Par contre, pour la famille, c'est effectivement quelque chose de complexe parce qu'ils avaient imaginé que sa vie, c'était une tragédie. Et ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y aura des choses qui le rendraient heureuse. Mais effectivement, il avait quelques petits moments de légèreté, de l'espoir. Et pour la famille, c'est tellement difficile à concevoir. Et quand Justin est de retour dans la famille, il est complètement coupé de ces choses qui, pour lui, pendant sa vie ailleurs, étaient des abris pour lui, en quelque sorte. Et donc, il est autant coupé de ça, de sa vie ailleurs, que sa famille a été coupée de lui pendant ces 4 ans. Voilà, vous l'aurez compris, c'est une histoire formidable. Moi, il y a un personnage que j'aime bien, c'est un personnage secondaire, hein, mais j'aime beaucoup le grand-père, Cecil Campbell. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça s'intitule « Souviens-toi de moi comme ça ». C'est un livre de Bret Anthony Johnston, paru chez Albin Michel. Et je pense aussi que ce n'est pas un hasard d'avoir choisi que le personnage de Justin ait 11 ans au moment de son rapt et 15 ans quand on le retrouve. C'est une période où de toute façon les jeunes changent déjà énormément dans une vie normale. Et là, dans ces circonstances, on imagine ce que ça peut provoquer. Voilà, très beau livre aussi. Nous avons aussi parlé de celui de Megan Cruz, De beaux jours à venir, paru chez De Noël, un très beau premier roman à découvrir. Et puis, il y a aussi, bien sûr, celui de Jane Smiley, Nos premiers jours, paru aux éditions Rivage. Voilà, vous n'avez plus maintenant qu'à les faire signer aux auteurs qui vont le faire dans quelques minutes dans la pièce qui est à côté de ce café des libraires. Et je voudrais remercier Camille, Garance et puis Alice d'avoir fait cette traduction sur ce plateau. Et bien sûr, un grand merci à Charlène Buzali qui reviendra, je n'en doute pas une seule minute, dans 2 ans. Merci à vous. Merci. Merci de votre attention. Merci.